Donc on va pouvoir passer à la table ronde. Donc pour appuyer la présentation de Fabien, on a voulu inviter des chercheurs qui mènent des projets de sciences et recherche participative. Donc dans un premier temps, pour que l'Assemblée vous connaisse un peu mieux, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc, bonjour à tous et merci. Alors, je représente en fait ma collègue Sandrine Monnery-Patrice qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui. Alors, son travail s'inscrit dans le cadre d'une ANR, l'ANR équitable. Cette ANR, elle vient dans la suite d'un projet de thèse qui avait été mené avec Basile Verdeau, où elle s'était intéressée aux représentations de l'alimentation durable auprès de populations en situation de précarité, donc de bénéficiaires d'une épicerie sociale et solidaire à Dijon. Suite à ça, le fondement, l'idée qui est sous-jacente à l'ANR équitable, eh bien, c'est donc ce que voulait faire Sandrine, c'était développer une intervention pour améliorer la représentation, les pratiques et le sentiment de légitimité de personnes en situation de précarité vis-à-vis de l'alimentation durable. Mais elle a fait le choix de ne pas adopter, au vu de la population, bien sûr, qu'elle voulait, avec laquelle elle voulait travailler, de ne pas avoir une démarche verticale, mais au contraire de mobiliser des mangeurs pour parler à des mangeurs, de redonner la parole en fait aux mangeurs. Alors, elle a fait le pari de ne pas venir dans son ANR avec une intervention construite par des chercheurs, mais l'intervention a été construite exclusivement, on va dire, par les usagers de l'épicerie solidaire. Avec l'objectif de l'intervention, c'était bien mener des actions de sensibilisation en faveur de l'alimentation durable. Quel a été le rôle de la recherche dans ce travail ? Ça a été essentiellement un rôle de facilitateur, c'est-à-dire qu'au sein des usagers de l'épicerie, ce facilitateur a recruté et formé des ambassadrices, donc des usagères, qui allaient prendre en charge la construction de l'intervention. Et derrière formation, c'est très important de souligner que ces ambassadrices n'ont pas été formées à l'alimentation durable, pas du tout. Elles ont été plutôt formées à aller vers des partenaires, à rechercher de l'information, à communiquer, mais c'était à leur demande à elles. Donc elles ont reçu une petite sensibilisation. La recherche a également apporté des moyens financiers et a été aussi facilitateur pour trouver des partenaires pour l'atelier. Mais on s'inscrit vraiment dans un lâcher-prise de la recherche qui, la chercheuse, confie en fait à des acteurs de la société civile la construction de l'intervention. Alors ces ambassadrices, elles ont développé 9 ateliers qui ont été réalisés dans le cadre de l'épicerie sociale et solidaire. Et donc des ateliers, alors il y en avait qui étaient attendus, enfin en tout cas autour des légumineuses, des légumes, du chocolat éthique, mais il y en a eu d'autres qui étaient autour d'une invitation d'une naturopathe, de manger en pleine conscience, de se mettre à table. Donc c'est le jeu vraiment des sciences et recherches participatives, et tu le disais bien, on ne sait pas toujours effectivement ce que ça va donner. La recherche, elle réintervient à l'issue de ces ateliers, donc qui ont eu lieu, qui ont été construits et animés par les ambassadrices, et la recherche intervient a posteriori pour évaluer l'impact de ces ateliers sur justement les représentations, les pratiques, le sentiment de légitimité vis-à-vis de l'alimentation durable. Alors, juste, si j'y arrive, je voudrais vous, quand même, pour conclure ma présentation, je pense que j'ai juste le temps, vous donner la définition d'alimentation durable. Donc, c'est un des outputs du projet. Donc, la définition d'une alimentation durable qui a été co-construite avec les ambassadrices du projet. Donc, une alimentation durable, pouvoir accéder à une alimentation durable, c'est pouvoir manger de tout en quantité suffisante et de bonne qualité, tout en respectant le vivant, pour préserver la planète, notre planète, en tenant compte de la diversité des cultures, pour permettre à tout le monde un pouvoir d'achat qui maintient un équilibre financier entre celui ou celle
qui produit ou celui ou celle qui achète. Donc ça, c'est un résultat de recherche directement issu de la recherche participative avec des personnes en situation de grande précarité alimentaire. Merci. Alice. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi, je suis enseignante-chercheur, non pas à la Sorbonne, mais à Sorbonne Paris-Nord, ce qui est une distinction assez fondamentale, puisque mon projet de recherche, il est très ancré dans ce territoire de la Seine-Saint-Denis, qui, comme vous le savez, est un territoire particulièrement défavorisé. Donc moi, je m'intéresse à l'alimentation des étudiants, à une échelle nationale, mais aussi beaucoup à une échelle locale, donc celle de cette université. Et dans notre projet, on a mené 2 phases. Une première phase, disons, plus observationnelle, où on a cherché à recueillir des données sur l'alimentation des étudiants, alors en adoptant des démarches participatives, mais d'un niveau relativement léger en termes de participation, parce que c'était davantage pour nous aider à savoir comment communiquer auprès des étudiants, comment leur donner envie de répondre aux questionnaires, et donc pas tellement de rôle très actif dans la construction du questionnaire ou l'analyse des données. Mais donc on a commencé à établir un état des lieux de l'alimentation étudiante locale, et on s'est appuyé sur cet état des lieux pour construire un processus participatif, cette fois-ci beaucoup plus engagé, de convention citoyenne étudiante, qui est une forme en fait de processus délibératif, qui a été mené, comme vous le savez, certainement à une échelle nationale avec les conventions citoyennes pour le climat, par exemple, ou pour la fin de vie, et qui a été adapté à une échelle beaucoup plus petite, qui est celle de l'université. Et donc, en quelques mots, il s'agissait de réunir des étudiantes et étudiants qui soient représentatifs de la diversité des profils au sein de l'université et qui aient le temps, donc en 3 jours, de se former sur les questions d'alimentation, d'identifier eux-mêmes quels sont les principaux problèmes à résoudre, de trouver des solutions, donc de formuler des propositions et de s'appuyer pour ça sur l'expertise, les connaissances d'un groupe de personnes qu'on a appelé des personnes ressources et qu'on avait identifiées venant de l'université même, des chercheurs qui pouvaient apporter leurs connaissances, d'associations étudiantes ou non, de collectivités territoriales, donc ce qu'on appellerait les acteurs de la société civile. Et donc le but de ce processus, c'était donc de donner la parole à des étudiants. Moi, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont universitaires, mais on se dit que les étudiants sont importants dans les universités, ils le sont, mais ils n'ont pas beaucoup de pouvoir de décision malgré tout. Donc là, l'idée, c'est de leur donner une voix, finalement, pour mieux intégrer la gouvernance de l'université. Bon, là, c'est sur une question très précise d'alimentation, et de leur faire formuler eux-mêmes des propositions. Donc, ça a abouti à une liste de propositions. On en est maintenant à l'étape un peu d'après, qui est d'essayer de les mettre en œuvre, d'évaluer l'efficacité. Donc là, on est actuellement en train de réfléchir à ça. L'idée étant donc d'avoir des propositions co-construites qui puissent être mises en œuvre, évaluées. Et là, on va vraiment avoir un intérêt particulier à réfléchir avec des étudiants pour en fait se poser les questions, même des dimensions à évaluer. Au fond, qu'est-ce qui ferait que cette intervention est efficace selon eux? Donc là, d'avoir vraiment des démarches participatives très approfondies dès le départ, ce qu'on n'avait peut-être pas réussi à faire au tout début du lancement du projet. Donc voilà la thématique générale. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Fabienne Alcoury et moi, je travaille surtout sur les effets des violences sur l'accès aux soins et la santé mentale et les addictions. Mais je travaille au sein d'une équipe qui s'intéresse beaucoup aux inégalités sociales de santé, les déterminants sociaux de santé, notamment chez les personnes les plus précarisées, les plus loin de soins. Et c'est chez ces personnes les plus loin de soins aussi qui sont souvent systématiquement sous-représentées dans toutes les études épidémiologiques. Du coup, on est amené souvent à travailler avec des associations dans le cadre de recherche participative qui varient sur l'échelle présentée par Fabien. Et je veux présenter aujourd'hui plutôt une étude qui s'appelle Aspire, qui pour moi, il est un peu sur le haut de l'échelle de recherche participative. C'est là où, même si c'était au début, c'est moi qui essayais un peu d'instaurer, de mettre en place cette étude, et après, je suis devenue un appui méthodologique, et tant mieux, car vraiment, dans le cadre de cette étude, c'est sur la santé mentale, la santé physique et l'accès aux soins des personnes en situation de précarité, et qui était à la fin financée par l'ANR dans l'appel à projet Sciences avec et pour la société.
Et voilà. Et du coup, dès le début, je travaillais avec une association qui s'appelle le Mouvement de Nid. Après cette association, elle a contacté une autre association qui, comme le Mouvement de Nid, accompagnait les personnes en situation de prostitution pour sortir de la prostitution. Et ces deux associations, entre elles, accompagnent environ 2000, 3000 personnes chaque année en France. Et vous voyez bien, c'est des personnes qui sont très très loin de soins, qui ont besoin pas mal d'accompagnement. Et voilà, dans le cadre de cette collaboration, voilà, on a co-construit l'étude. Et c'est grâce à cette association que j'ai pu être en contact avec des personnes concernées qui, elles sont vraiment emparées de l'étude. Et c'était la première fois de ma vie où j'écris une demande de financement où j'ai dit on va recruter 100 personnes. Et à la fin, on a recruté plus de 250 personnes. On a fait un amendement pour pouvoir recruter plus. C'est du jamais vu d'habitude. C'est un peu dans l'autre sens. Et voilà, du coup, cette étude qui dure depuis 4-5 ans, c'est un peu long. C'est un peu long de faire la recherche participative, mais elle est très riche et elle est très intéressante du fait que j'ai vu comment c'est transformé d'une étude entre 3-4 personnes à une étude emparée et tout le monde s'est emparé, c'est leur étude aujourd'hui. Voilà, du coup, ça, c'est une des études sur laquelle je travaille. Je travaille sur d'autres études aussi, recherche participative. C'est souvent avec des associations de terrain. Voilà, comme je viens de dire, quand on s'intéresse à des populations, à des personnes qui sont sous-représentées dans les études, c'est intéressant, voire essentiel d'aller travailler avec des associations de terrain, ne serait-ce que pour améliorer l'accès à ces personnes ou le fait d'être en contact avec ces personnes et aussi de nous montrer qu'est-ce qui les intéresse, ces personnes. Du coup, je travaille avec notre association sur une autre étude. L'association, elle s'appelle Icambéré. C'est une association qui accompagne des femmes en situation de grande précarité, mais aussi qui ont des maladies chroniques, par exemple, comme ça peut être le diabète et ça peut être le VIH. Et on travaille sur la santé sexuelle des femmes en situation de grande précarité en Île-de-France. Cette étude, l'étude elle était complètement co-construite avec cette association qui, elle, a dit non, c'est pas possible de contacter comme ça les personnes, c'est pas possible de parler comme ça avec ces personnes. Du coup, vraiment, c'était de la co-construction dès le début. Et là, encore une fois, on a c'est long au début, mais à co-construire, à parler le même langage, mais après, on a plus de facilité à recruter et de suivre, car c'est une cohorte. De suivre, on a un taux de perdu de vue tellement petit, moins de 10% au bout des 6 mois, et on parle des femmes en grande situation de précarité. Et il y a une autre étude, pour montrer diverses types d'études avec des associations. Je travaille avec l'association CVM contre les violences sur mineurs. Et on a mis en place une enquête nationale sur les violences et la vie affective des ados et des jeunes adultes. Et avec cette association, oui, on a co-construit le protocole ensemble, mais aussi elle a réussi à mobiliser son réseau pour diffuser cette enquête. Et aussi, elle a réussi à aller chercher le haut patronage de haut commissaire de droits d'enfance, par exemple, alors que moi, j'aurais peut-être pas pu toute seule. Du coup, voilà, je travaille sur différents types d'études en recherche participative, et à chaque fois, ces collaborations m'aident à avoir un protocole qui est plus faisable, plus réalisable, et aussi pour produire des résultats qui concernent plus les personnes concernées. Merci. Merci. Donc je vais finir. Je suis Kaïs Bousma, je suis chercheur à l'Institut national d'études démographiques, et moi je vais vous parler aujourd'hui d'un projet qui ne touche pas directement à l'alimentation, mais indirectement dans le sens où comment l'alimentation est transportée dans les villes. En fait, c'est un projet sur la santé des livreurs de plateformes numériques, donc en France principalement, Uber Eats et Deliveroo. Et c'est un projet de recherche participative aussi, pour lequel d'ailleurs on avait bénéficié d'un financement d'amorçage du service Sciences et Sociétés de l'INSERM pour écrire le protocole de recherche et la demande de financement à l'ANR en l'occurrence, avec des associations de terrain qui viennent en aide aux livreurs sur un plan très opérationnel, proposer un lieu de repos pour les livreurs à Paris, à Bordeaux, un accès à des toilettes, et aussi qui propose une aide administrative pour ces travailleurs. Et donc voilà, c'est un projet qui a commencé il y a 2 ans
et pour lequel d'ailleurs on a sorti une première série de résultats cette semaine. Et donc voilà, c'est une recherche participative avec ces associations, aussi avec Médecins du Monde, qui, de par son programme auprès des travailleurs précarisés, aussi qui s'était rendu compte que c'était une population de travailleurs extrêmement précarisés. Donc voilà, avec cette recherche participative, comme je vous disais, on a co-construit la demande de financement, et on a vraiment essayé là pour le coup, de mettre en place une méthode participative à toutes les étapes du projet. Donc une étape qu'on retrouve souvent dans les recherches participatives, c'est la co-rédaction d'un questionnaire avec les personnes directement concernées et les associations de terrain. Donc ce qu'on a fait, ce qui est vraiment très très utile aussi pour être très pertinent sur la formulation des questions, les modalités de réponse, etc. Mais aussi, par exemple, on a mis en place une recherche participative dans l'analyse des données. Là, ce qui se fait qui a tendance à se faire un petit peu moins, là aussi avec des enjeux différents, parce que bien sûr, il y a des asymétries de savoir sur des questions de statistiques. Mais voilà, comment réussir avec tout type de personnes de réfléchir à tester une hypothèse, objectiver un lien entre deux dimensions à l'aide d'un test statistique. Voilà, c'est des choses qu'on a pu mettre en place aussi et qui fonctionnent finalement. Voilà ce que je pourrais dire, et puis on va peut-être passer aux questions. Sur la thématique de comment démarrer un projet, donc pour commencer, Fabienne et Claire ensuite, dans le cadre de vos projets, pouvez-vous nous partager comment la collaboration avec vos populations cibles ont commencé ? Alors, dans le cadre de l'étude Aspire sur les personnes en situation de prostitution, c'était suite à une réunion publique. En gros, j'étais invitée dans le cadre qui s'appelle les matinales de santé, une maison de prévention à Fontenay-sous-Bois. Et c'était dans le cadre de 8 mars, et il voulait que je fasse une présentation très vulgarisée sur la santé des femmes, et avec un angle sur l'effet des violences sur la santé des femmes. Et dans le cadre de cette matinale, que j'ai rencontré la présidente de l'association Mouvement de Nid, et vraiment, après cette réunion, on a parlé d'une manière très informelle. Et elle m'a dit « Ah, j'ai vu que vous avez présenté l'effet des violences sur le sommeil. Les personnes qu'on accompagne ont souvent des problèmes de sommeil. » Et c'est là où on a vraiment commencé un peu à co-construire, à parler du projet. Mais voilà, l'idée, c'est souvent aussi le cas, c'est d'aller dans des réunions publiques, d'aller dans des réunions grand public où il y aura peut-être des associations, et essayer aussi d'avoir des interventions vulgarisées où déjà ça va peut-être faciliter après les discussions et les rencontres. Ça, c'était un exemple. Alors pour l'ANR équitable, alors j'ai beaucoup discuté avec ma collègue pour préparer mon intervention, parce que je la représente, mais bon, j'ai aussi, comme je représente le département alimentation humaine à la cellule SRP INRAE, du coup j'ai aussi ma vision, et ça me permet d'avoir aussi une prise de recul par rapport à comment a été monté le projet. Son projet, il vient à l'issue d'un projet porté par la métropole de Dijon, Prodige, où donc dans le cadre d'une thèse, Sandrine avait encadré donc une thèse sur alors ça incluait la distribution de bons d'achat des fruits et légumes. Donc c'était une démarche relativement descendante durant cette thèse. Et après cette thèse, Sandrine a voulu sortir de ce paradigme, sortir de cette démarche verticale en fait, pour développer un autre projet de recherche, son ANR, pour faire évoluer les représentations et les pratiques. Et en fait, j'ai envie de dire, alors je pense que tu l'as déjà bien évoqué, c'est informel, mais là c'est aussi une affaire de rencontre entre une chercheuse qui est passionnée par le sujet et la responsable de l'épicerie sociale et solidaire, Patricia Aguera, qui avait aussi envie de développer des choses avec la recherche. Donc il y avait vraiment une envie réciproque de chaque côté. Quels sont les freins, Caïs, que vous avez rencontrés dans la mise en place de ces partenariats, et à l'inverse, quels sont les mécanismes qui favorisent ces partenariats ? Oui, je vais peut-être commencer par ce qui favorise les partenariats, c'est peut-être un peu plus simple. Mais oui, c'est ça en fait, c'est se retrouver autour d'un intérêt commun. En fait, c'est exactement ce qui vient d'être dit. Donc là, en l'occurrence aussi, les associations de terrain qui viennent en aide aux livreurs, en fait, se sentaient inaudibles par les pouvoirs publics et par les plateformes elles-mêmes. Et on leur rétorquait souvent qu'en fait, oui, elles décrivaient une situation alarmante, mais il n'y a pas de chiffres. Il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait pas de chiffres. Donc il y avait vraiment un besoin de la part des associations aussi de produire de la connaissance, produire des données probantes sur des questions médico-sociales
que touchent les livreurs. Et ben nous, c'était un peu la même chose parce qu'on s'était rendu compte, moi je viens plutôt du champ qui étudie la santé, l'évolution de l'état de santé des personnes immigrées en France et en Europe à partir de grandes bases de données. Et on s'était rendu compte aussi voilà, qu'il y avait bien sûr des populations totalement oubliées des enquêtes, des systèmes de santé, et donc il y avait un besoin d'aller vers ces personnes pour produire de la donnée. Donc voilà, ce qui favorisait, c'est cet intérêt commun. À produire de la donnée notamment, et ensuite aussi après ce qui va favoriser le fonctionnement au jour le jour, c'est vraiment mettre en place un mode de gouvernance qui soit pas pyramidal en fait, descendant, avec une équipe de recherche qui va décider de tout. Et donc trouver des modes de gouvernance, alors des fois on parle d'holocratie, quelque chose qui marche bien, où c'est un mode de gouvernance justement beaucoup plus partagé, avec des prises de décision qui sont beaucoup plus réparties, distribuées, et où en fait c'est pas tellement les personnes qui sont au centre, mais un rôle en fait, le rôle de chaque personne qui va être au centre. Donc voilà, ça c'est ce qui va favoriser le bon fonctionnement. Bien sûr, c'est aussi une entente qui s'apprécie à chaque étape du projet. On peut avoir des discordances à certains moments et c'est important toujours de réévaluer ce niveau de confiance qu'on peut avoir en mettant un projet avec des associations de terrain. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, sur les freins, donc il peut y en avoir. Bien sûr, la question, le nerf de la guerre toujours, c'est quand même le financement, et c'est pour ça que c'est important de trouver un financement qui permet aussi aux acteurs de terrain de bénéficier d'une partie de la gestion d'un budget. Ça, c'est très très important parce que ça implique aussi un coût assez important en ressources humaines, en temps pour les associations. Ce qui est généralement aussi un autre frein qu'on pourrait citer, c'est qu'en fait, il peut y avoir une discordance en termes de temporalité. En fait, c'est vrai que le temps de la recherche peut être assez long, en tout cas en sciences sociales, il l'est. Et alors que les associations, généralement, d'un point de vue opérationnel, ont besoin de résultats assez vite. Assez rapidement, et donc là aussi le fait c'est un frein, et donc il faut vraiment exposer ça à tout moment, et le fait d'avoir une approche participative où les acteurs de terrain sont impliqués à chaque étape, ça permet d'éviter une rupture de lien avec un projet qui commence bien ensemble, et après les chercheurs seuls derrière leur ordinateur pendant quelques temps, et à la fin paf, on a des résultats, et là qu'est-ce qu'on en fait, donc voilà. Merci. Claire. Alors pour compléter, le frein du temps, il est vraiment très important, effectivement. C'est pas le même temps entre la recherche et puis une association, et encore moins avec des personnes qui tous les jours se battent pour trouver à manger pour leur famille. Il y a deux autres freins pour compléter donc ce qu'a dit Kess. Un premier frein, alors d'ordre éthique. J'étais très intéressée par les débats dans la table ronde d'avant, puisque on retrouve effectivement des freins d'ordre éthique en sciences et recherches participatives. C'est assez compliqué d'aller déposer et défendre un dossier en comité d'éthique où vous allez dire l'intervention, je ne sais pas à quoi elle va ressembler. Elle va être co-construite par les utilisateurs, donc je ne peux pas vous dire à l'avance à quoi ça va ressembler. Inutile de vous dire que ça demande un certain talent d'écriture et de persuasion pour pouvoir obtenir ce genre d'autorisation. Mais Sandrine étant talentueuse, elle a réussi, mais ça a été long en fait, ça a été très long, et l'association était prête à démarrer beaucoup plus tôt, mais il a fallu attendre l'avis du comité d'éthique. Pour citer ma collègue, il y a aussi un changement de posture pour les chercheurs. On est formé à cadrer, à contrôler nos projets, alors que dans ces démarches participatives, il faut accepter le lâcher-prise. Alors ça, elle l'a bien exprimé. Le premier atelier qu'ont proposé les ambassadrices, c'est un atelier avec une naturopathe. Alors évidemment, quand elle a vu arriver ça, donc elle était vraiment très en retrait, hein, elle a dit waouh, oui, environnement durable, et puis elle a joué le jeu. Alors en plus, le premier atelier, elle dit oulala, si la suite est comme ça, elle a joué le jeu, elle a dit ok, je n'interviens pas, je laisse faire les ambassadrices. Et en fait, il s'est avéré que l'atelier était tout à fait intéressant, puisque la naturopathe, donc choisie, contactée par les ambassadrices, a parlé du vivant, du respect du vivant quand on mange, a parlé de l'alimentation en pleine conscience, des sujets qui finalement ne sont pas si éloignés que ça, de l'alimentation durable. Elle a eu aussi un sujet avec le chocolat éthique. Donc c'était un chocolat éthique qui était
été produit par un Togolais. Et là, c'était plus en termes de prix. La tablette étant à 7 €, c'était assez compliqué de proposer ça à des populations en situation de précarité, sachant que l'idée, c'était aussi parfois d'offrir les aliments sur lesquels on débattait dans l'épicerie. Mais elle a aussi laissé faire, et elle n'a pas regretté non plus, puisque ça a entraîné de très nombreuses discussions sur les modes de production. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans la posture du chercheur, accepter de lâcher prise. Merci. Donc maintenant, on va passer à la thématique de la co-construction. Comme on a vu dans la présentation de Fabien, c'est essentiel dans les projets de sciences et recherche participative. Donc, Fabienne, Claire, comment les citoyens s'impliquent dans vos projets et quelle doit être l'importance de leur engagement pour obtenir des résultats pertinents et de qualité? Alors, il y a différentes manières dans différentes études, mais aussi je pense qu'il faut aussi assurer des conditions pour que les citoyens et citoyennes puissent vraiment bien s'impliquer. Par exemple, dans 2 études que je réalise, j'ai pu avoir un financement pour financer des chefs de projet dans les 2 associations. Et ces chefs de projet constituent vraiment, elles sont essentielles, car elles vont assurer le relais entre nous, les chercheurs et chercheuses, et les citoyens et citoyennes, les personnes accompagnées, et le suivi dans le temps. Et pour moi, vraiment, pour l'implication des citoyens et citoyennes, il faut aussi vraiment assurer les conditions, notamment pour les personnes les plus précarisées, les plus précaires. C'est-à-dire, si on est intéressé par quelque chose qui touche tout le monde, ok, ça va être surtout les cadres qui vont s'impliquer, mais pour aller toucher les plus précaires, les plus fragiles, les gens qui sont sous-représentés, il faut ces conditions-là, et éventuellement communiquer avec des associations qui, elles vont aussi faire le jeu de relais et essayer de communiquer avec ces personnes-là. Et voilà. Et d'autres façons que les personnes concernées puissent contribuer à des études, c'est qu'on fait des comités de pilotage aussi, en impliquant les personnes concernées. Et c'est là, il y a pas mal de travail d'avoir un langage en commun, c'est-à-dire je peux pas, et j'ai déjà fait ça et je le regrette, je peux pas commencer un comité de pilotage, ok, il faut un protocole pour le CPP, il ne faut pas utiliser beaucoup de jargon, ils ne vont pas comprendre ça veut dire quoi un CPP. Il faut vraiment un travail d'utiliser des termes qui sont accessibles et vulgarisés, mais aussi être à l'écoute dans ces comités de pilotage, sinon ça va être nous qu'on va vraiment faire d'une manière descendante et pyramidale les choses. Du coup, voilà. Si je peux résumer, il faut quand même avoir en tête qu'il faut assurer les conditions pour que les personnes qu'on veut vraiment atteindre puissent vraiment être écoutées. Voilà, les conditions même matérielles et faire l'effort pour avoir des échanges et des lieux d'échange avec qui ne sont pas du tout pyramidales et qu'on peut voilà, avoir des échanges vulgarisés, mais aussi écouter les personnes concernées. Alors, pour l'ANR équitable, il y a eu tout un travail vraiment autour des ambassadrices pour les recruter, mais aussi pour travailler sur leur reconnaissance et puis la valorisation de leur implication. Il y a eu un statut d'ambassadeur, entre guillemets, qui a été créé avec un logo. Elles avaient un tablier vert, on les appelait les tabliers verts, une identité visible. Comme je l'ai dit, elles n'ont pas été formées à l'alimentation durable, pas du tout. Elles ont, à leur demande, été formées plutôt à des modes de communication, notamment de communication non violente ou de gestion de groupe. L'engagement des citoyens, donc là en l'occurrence des ambassadrices et puis ensuite des usagers qui ont participé aux ateliers, j'ai envie de dire côté recherche, il passe aussi par le recrutement d'un facilitateur qui finalement a plus de qualité de savoir-être que de savoir. Et là, ma collègue a recruté une perle, Axel Morev, une toute jeune ingénieure, qui a vraiment compris ce rôle et eu à cœur en fait d'être facilitatrice, d'accompagner dans une démarche vraiment très très transversale grâce à des qualités humaines, on va dire, plus que scientifiques. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger pour avoir souvent discuté, je vois Claudine qui acquiesce au fond, avoir un facilitateur
facilitateurs. Alors, il faut sortir des circuits de recrutement de nos stagiaires classiques, en fait, pour trouver des facilitateurs côté recherche qui vont vraiment pouvoir engager les citoyens. Je peux juste une précision. Ces facilitateurs, on les appelle aussi souvent des... Enfin, c'est pas forcément exactement la même chose, mais on parle aussi souvent de tiers veilleurs. Donc des personnes qui disent c'est tiers, hein, donc ce sont ni des chercheurs, en tout cas pas impliqués dans le projet, ni des personnes concernées, donc ce sont des tiers. Et pourquoi veilleurs? Parce qu'ils sont là justement pour faire ce lien et aussi veiller à ce que la parole tourne bien, à ce que tout le monde puisse s'exprimer et à ce que toutes les questions de bonnes pratiques soient respectées aussi, parce qu'il y en a bien sûr, vous imaginez, il y a des bonnes pratiques à respecter dans ces choses-là, et donc ce presque métier en fait nouveau de tiers veilleur va émerger aussi dans la recherche participative. Et il y a des projets pour lesquels c'est absolument nécessaire, je pense, de faire intervenir ces personnes-là. Merci. Donc, on vient de parler de l'engagement du citoyen, et on va plutôt passer maintenant de la posture de l'expert. Keïs, quelle posture l'expert doit-il adopter dans une collaboration avec des citoyens? Oui, bonne question. En fait, donc, je vais répéter ce que je disais, mais déjà pas une posture descendante, pyramidale. En fait, ça, c'est très, très important. En fait, quand on fait de la recherche participative, je ne sais pas si je vais répondre exactement à la question, mais je disais le lien de confiance, il s'apprécie à chaque étape. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte en travaillant avec ces associations d'aide aux livreurs, c'est qu'en fait, elles avaient rompu des partenariats avec d'autres équipes de recherche précédemment qui essayaient de travailler sur ces questions dans d'autres disciplines. Mais voilà. Tout simplement parce qu'elles avaient réalisé au bout d'un moment qu'en fait les équipes de recherche ne voyaient ces associations que comme une porte d'entrée vers une population difficile à atteindre. Et quand on s'était rendu compte de ça, voilà, elles avaient rompu les partenariats et donc nous ça a fonctionné parce que voilà, c'était pas seulement ça. On a vraiment eu cette posture où les rôles de chacun étaient importants, différents bien sûr, mais tout aussi importants dans le mode de gouvernance. Donc voilà, c'est assez important. Quelque chose que je voulais aussi rajouter, là, ça répond peut-être pas directement à la question non plus, mais ce qui facilite, on parlait l'argent c'est le nerf de la guerre, mais en fait, surtout quand on travaille auprès de personnes en situation de précarité et qu'on leur demande de participer avec nous à écrire un questionnaire, rédiger une stratégie d'échantillonnage pour savoir comment on va enquêter les personnes dans l'espace public, en l'occurrence ce qu'on a fait. Il faut qu'elles puissent être indemnisées. On utilise le mot qu'on veut, rétribuer, indemniser, mais en tout cas, ça ne peut pas être fait gracieusement de leur part. Et nous, toutes les autres personnes du projet sont payées pour ça. Et donc là, c'est important aussi de trouver des financements et de trouver aussi des façons, c'est pas forcément évident, de pouvoir les indemniser. Alors nous, on passe par ce qui se fait souvent, des chèques de service, parce qu'on ne peut pas bien sûr distribuer d'argent liquide. Mais voilà, donc c'est quand même important. Ça pose des questions, parce que ce n'est pas une pratique qu'on a beaucoup en France. Dans le monde anglo-saxon, ça se fait beaucoup plus naturellement. Donc voilà, il y a des questions aussi éthiques à réfléchir. Mais voilà, c'est important, je tenais à le dire. Je vais me permettre de dire un mot aussi pour rebondir sur le dernier aspect dont parlait Keïs. À l'INSERM, après 2 ans et demi de bataille, on a réussi à obtenir le droit de donner des vacations aux personnes, aux co-chercheurs qui sont impliqués dans nos projets, uniquement pour ceux qui sont dans le cadre des projets qui sont accompagnés par mon service. Donc ça représente un volume de 5 à 6 projets par an, hein, c'est pas merveilleux, mais c'est juste pour dire que les outils existent. La base de ces vacations, c'est tout simple, hein. Une vacation, c'est une forme de rémunération pour quelqu'un qui est sur une mission précise pendant un temps défini et avec un nombre limité d'heures. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui faire un CDD, mais ces personnes-là qui vont travailler sur peut-être 6 à 7 journées dans l'année de groupe de travail, en fait, ils sont rémunérés un équivalent de 20 € de l'heure à peu près, hein, ce qui reste dans la poche de la personne à la fin, qui permet de rémunérer un travail qui est en fait une contribution intellectuelle à un projet de recherche. C'est comme ça qu'elle est entendue, et à l'INSERM, c'est possible. Il y a des moyens de le faire, c'est juste pour dire que c'est possible. Ce qui est possible à l'INSERM, généralement, on est normalement sous le coup tous des mêmes lois et contraintes. Donc, voilà. Donc, ensuite, dans les projets de sciences et recherche participative, plusieurs disciplines scientifiques sont impliquées. Alice, dans vos projets, comment vous avez intégré l'interdisciplinarité Je pense qu'elle s'impose assez naturellement et assez spontanément dans les projets comme ça qui portent sur des questions sociétales finalement, où on se rend compte assez vite qu'on ne peut pas l'aborder du point de vue d'une seule discipline. Donc ça rajoute une couche de complexité certainement
à des projets de recherche participative qui sont déjà vraiment complexes à mettre en œuvre. Et en plus, si au sein de l'équipe de recherche académique, il faut articuler les points de vue, voilà, c'est une complexité autre, mais qui apporte aussi vraiment tout un intérêt à ce type de projet. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre vraiment de plus que ça, à part que je suis convaincue que c'est très important, mais que c'est assez complexe à faire. Merci. Et donc tous les quatre, dans vos projets, quels sont les bénéfices de la participation citoyenne dans les projets de recherche? Et avez-vous observé des transformations dans les pratiques de recherche ou dans les relations entre sciences et société? Donc, Caïs, peut-être, on peut commencer. Les bénéfices, là, c'est vrai que je vais pas aller parce que pour nous c'est tout chaud, mais en fait, là, comme je vous disais, on sort une première série de résultats qu'on a sorti mardi matin, et là, vraiment, en fait, l'implication de tous les acteurs non chercheurs est super importante pour diffuser les résultats. Donc là aussi, c'est une étape de la recherche participative où les acteurs peuvent s'impliquer. Et en fait, ça rejoint aussi des choses qui ont été dites avant, mais on a l'impression que les choses nous sortent nous filent un peu des doigts. Et en l'occurrence, là, c'est vrai que tous les acteurs, Médecins du Monde en premier lieu, parce que bien sûr, ils ont une force de communication très importante, mais aussi les associations et les livreurs eux-mêmes montés en association, vont maintenant porter les résultats dans les médias. Enfin, nous, on a été vraiment surpris, mais les résultats sont sortis absolument partout depuis hier. Donc voilà, je trouve que c'est une force aussi d'avoir mené ce projet en recherche participative. Si on avait été en silo ou seulement en tant qu'équipe de recherche, bien sûr, les résultats auraient été moins diffusés et auraient eu moins aussi tendance à peut-être influencer un changement de politique, étant donné qu'il y a une transposition d'une directive européenne sur le travail de plateforme qui doit être transposée en droit français très prochainement. J'ai eu à peu près la même expérience avec l'association avec qui je travaille. Elles ont fait un communiqué de presse qui était sorti de leur part et pas de la part de l'INSERM. Et ça a été repris par Le Monde, par plusieurs médias. Et ça a touché beaucoup plus de personnes. Et pas l'exemple d'élus que, par exemple, si moi j'aurais juste publié dans un article en anglais que personne n'aura lu, ou très peu de personnes auront lu en France. Du coup, voilà, ça c'est la diffusion et le fait que ça va vraiment les résultats vont toucher plus de personnes, mais aussi plus d'autres associations. Car là, par exemple, on a co-construit un outil pour repérer les obstacles à l'accès aux soins. Et là, cet outil, il a aussi été diffusé par des séminaires, par des formations qui étaient réalisées par l'association avec qui je travaille. Et là, encore une fois, juste en publiant moi toute seule, j'aurais pas eu cet effet-là. Et pour les modifications aussi de l'accompagnement en dehors de la recherche, j'ai aussi vu beaucoup de modifications. Par exemple, je parle de cet outil. Maintenant, il est utilisé par des associations de terrain ça va contribuer à une modification de leur accompagnement standard. Mais aussi, par exemple, dans mes différentes études, je travaille avec des psychothérapeutes, par exemple, spécialisés en psychotrauma. Et à chaque fois, elles sont avec moi dans les différentes études. Et je vois qu'en dehors de la recherche, de projets de recherche sur lesquels je travaille, ces associations aussi vont appeler les psychothérapeutes plus souvent. Elles vont travailler plus avec des psychothérapeutes, car même si elles sont intéressées par la prise en charge du diabète, ou je ne sais pas quoi, elles se rendent compte que aussi la prise en compte de trauma ou de la santé mentale, c'est important pour le suivi, pour l'accompagnement, et elles vont plus utiliser cet accompagnement, alors que d'habitude, ou avant que je travaille avec elles utilisaient moins. Du coup, voilà, ça a un effet aussi sur l'accompagnement du terrain. Oui, j'ai entendu une fois, je ne saurais plus dire dans quel contexte et qui parlait, donc quelqu'un qui disait, mais au fond, c'est très dur de prouver l'efficacité de la recherche participative, parce que si on adopte la démarche scientifique, j'y crois beaucoup, mais oui, mais d'accord, mais comment tu sais que ça ne serait pas fait pareil si tu avais fait autrement? Bon, et qu'en fait, qui disait, mais en fait, c'est un fondement éthique presque, même si c'est pas plus efficace, ou même si on n'arrive pas à le montrer, faire participer les gens qui font l'objet de notre recherche, en fait, ça pourrait être considéré, je ne sais pas, comme un droit, c'est certainement pas le bon vocabulaire, mais comme une chose à faire parce que c'est bien sur le plan éthique. Enfin, parce que, voilà, est-ce que ça vaut le coup de vraiment chercher des financements pour prouver que ça marche mieux qu'autre chose aussi? Enfin, je trouve que c'est une question importante. J'ai pas beaucoup de réponses, mais je trouve que c'est intéressant de soulever ce débat-là. Alors, je vais aller vraiment dans la continuité, donc merci Alice.
Donc les résultats de l'étude dont j'ai parlé sont en cours, donc je ne peux pas vraiment dire quel est l'impact par rapport à la diffusion des résultats scientifiques. Mais au départ, ce qui était vraiment visé, c'est une évaluation scientifique de ce projet, de cette intervention, de ces animations. Mais finalement, et ça, c'était pas attendu, l'impact, il s'étend jusqu'à, on va dire, beaucoup plus largement, jusqu'à l'échelle des politiques locales et de la société. Les ambassadrices, en fait, elles ont été sollicitées suite à ce travail pour faire une exposition dans une bibliothèque de Dijon, Le silence des frigos. Elles ont participé à une émission radio. Et elles ont été invitées par la communauté, la Comcom de Dijon, donc la métropole de Dijon, à participer, à témoigner dans un colloque qui est organisé par la métropole en septembre. Donc en fait, et c'est pour ça que je rejoins cette dimension éthique, il y a un impact scientifique, mais il y a aussi un autre impact qui est, par exemple, dans ce cas-là, d'avoir permis de rendre visibles des personnes qui sont généralement invisibles dans nos sociétés. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette table ronde. Merci aussi Fabien pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci beaucoup. Alors, je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard à la présentation de Fabien, donc peut-être que ma question n'a aucun sens. Mais le dénominateur commun en fait, que j'ai repéré ici, c'est la précarité. Et la question que je voulais poser, c'est est-ce que est-ce que la science participative qui vise en fait des populations, on va dire, moins précaires ou plus aisées, existent. Et si oui, j'imagine que oui, est-ce que les verrous que vous avez identifiés sont les mêmes ou pas ? Je réponds très brièvement. Oui, moi je fais de la science et recherche participative, mais pas dans des situations des populations en situation de précarité, mais chez des personnes âgées qui ont des niveaux de revenus moyens, on va dire, pas non plus forcément. Et je crois qu'il y a effectivement ce qu'on a pu dire se retrouve aussi dans d'autres types de populations. C'est pas vrai que pour les personnes en situation de précarité, de mon point de vue. Ok, je me lance. Merci à tous les cinq pour cet échange et cette table ronde. Peut-être un argument à ajouter pour convaincre les collègues à faire de la science participative. Je me disais que dans le contexte aujourd'hui de la défiance envers la science et aussi des institutions par une partie de la population, peut-être la science participative, c'est peut-être une voie justement pour rétablir le lien entre les citoyens et les scientifiques et les pouvoirs publics aussi. Voilà, c'est un commentaire. J'ai deux questions. Comment on trouve un équilibre entre le besoin pour nous, chercheurs, d'avoir justement des instruments validés pour mesurer des effets des interventions et la co-construction? Vous avez parlé de co-design de questionnaires. Donc, comment on fait Et puis, ma deuxième question, c'est pour Claire. Quel était le rôle des bénévoles et des responsables de l'épicerie sociale? Parce que j'imagine qu'ils avaient des besoins, des attentes vis-à-vis de cette étude. Donc, quel a été leur rôle là, dans la construction? Voilà. C'est une bonne question, cet équilibre, et c'est toujours, voilà, au début, j'ai beaucoup changé aussi d'avis depuis 5 ans. Par exemple, pour étudier les symptômes de stress post-traumatique, il y a une échelle. En regardant, c'est des personnes en situation de prostitution ou bien des personnes précarisées, et l'échelle, elle n'était même pas bien comprise, en fait. Et du coup, il fallait faire des compromis, mais moi, j'étais là, mais je ne peux pas publier, je ne peux pas dire... Et en fait, je me suis rendu compte, et aussi c'est à partir d'autres expériences, que beaucoup d'études, d'évaluations, de gold standard, des essais randomisés qui sont faits dans des conditions un peu de laboratoire où on va surtout inclure des personnes plutôt cadres. Et en fait, quand on regarde ces études-là et ces interventions, dans la vraie vie, ça passe mal. Et en fait, c'est pour cela qu'il faut faire des recherches pragmatiques, quitte à peut-être être un peu moins la validité intérieure, c'est-à-dire on est très sûr de l'effet de l'intervention pour travailler plus sur la validité extérieure, car quand on travaille sur cette recherche pragmatique avec les participants et les participantes, on est très proche de ce qui se passe vraiment. Et du coup, ok, ça ne va pas à des échelles validées, mais c'est des échelles qui parlent aux gens en fait, plus concernés. Et je vais te donner un autre exemple. J'ai travaillé sur un essai
pour l'arrêt tabac chez des personnes en situation de précarité. Et là, l'intervention, j'ai eu beaucoup de mal avec les CPP, avec les financeurs, de dire je ne veux pas faire une intervention où on va donner des substituts nicotiniques, on va donner des cigarettes électroniques, car dans la vraie vie, c'est pas ça ce qui se passe dans la vraie vie. Et il y a comme une discussion, il y a un choix. Il y a des fumeurs qui préfèrent la cigarette électronique, des fumeurs qui préfèrent les substituts nicotiniques, et aussi il y a un choix et ça peut changer. Et du coup, on a fait une intervention où l'intervention, c'était ce choix. C'était pas du tout ce qu'on étudie en Master 2, mais c'est dans la vraie vie et c'est plus pragmatique. Effectivement, après, statistiquement, il faut plus prendre en compte et avoir un échantillon plus grand. Mais pour moi, il faut aussi dire que si ça passe pas en pragmatique, ça va pas passer l'implémentation, ça va pas passer la généralisation, ça va juste rester dans des articles, dans des interventions et après, dans la vraie vie, on va pas s'emparer. Bon, ça c'est mon avis. Peut-être juste pour rajouter quelque chose, ouais, c'était très intéressant l'exemple que vous donniez avec les naturopathes. Bon, moi, je suis diététicienne de formation, donc forcément, ça me hérisse un peu, voilà, comme tout le monde. Mais moi, je me dis, en fait, le savoir des chercheurs, c'est un savoir comme ceux des autres, mais qui a aussi sa place, en fait, selon moi, dans la discussion. Et donc, je me dis, il n'y a pas de raison de l'effacer pour ne laisser que le savoir des citoyens, mais plutôt de considérer que son propre savoir de chercheur n'a pas plus de valeur que celui des autres. Je sais pas, mais je trouve que c'est... si on considère que c'est à l'encontre d'une éthique personnelle de la recherche, on doit pouvoir aussi l'exprimer à un moment. Donc cet équilibre, il n'est pas facile à trouver, mais voilà ce que je voulais juste rajouter ça. Alors, pour répondre à ta deuxième question, mais ça vient dans la lignée. Alors justement, donc on avait Sandrine qui est chercheuse, donc, et puis Patricia qui est responsable de l'épicerie. Toutes les deux étaient perçues, se sont rendues compte dans l'étude d'avant qu'elles étaient perçues comme les sachantes, justement. Et c'est volontairement qu'elles se sont toutes les deux effacées. En fait, ni l'une ni l'autre, elles étaient vraiment en backup. Celle qui faisait le relais avec les ambassadrices et le bénévole, c'était la tiers-veilleuse, c'était Axel, qui n'était pas dans l'étude précédente, qui avait été recrutée pour ça, et qui avait vraiment la mission d'accompagner, certainement pas de diffuser un savoir, mais vraiment d'accompagner, mais aussi de documenter l'intervention pour pouvoir derrière publier. Là, il y a aussi un rôle essentiel d'observation, de documentation pour pouvoir décrire précisément ce qui a été fait. Si je peux compléter la réponse, je souscris totalement à ce qui a été dit. C'est vrai que dans cette période de défiance généralisée envers la science, faire de la recherche participative, c'est très bien pour ça. Maintenant, quand on travaille sur des sujets un peu qui peuvent polariser, des sujets polarisés, notamment moi, les sujets de migration, ou là, des sujets qui aussi impactent potentiellement le modèle économique des plateformes numériques de travail, ça peut être aussi vu comme une recherche militante, en fait, de faire une recherche avec des associations de terrain qui viennent en aide aux livreurs, même si bien sûr on comprend que le rapport de force est quand même très déséquilibré à la base. Et donc c'est important aussi au moment après de justement, il y a des intérêts communs pour se réunir et faire produire des données, de la connaissance sur ce sujet. Et au bout d'un moment, nos chemins vont quand même se séparer, notamment là où on arrive maintenant, où les associations vont plus faire du plaidoyer à partir des résultats, mais c'est vraiment un discours qui va leur être propre. Et nous, on signe pas avec on signe pas avec eux notamment là le dossier de presse qui est sorti, où c'est vraiment un plaidoyer très très fort. Voilà, c'est ce que je voulais dire. De vos témoignages, j'ai compris que vous aviez co-construit à la fois les interventions et la mesure d'impact. Est-ce que du coup, il n'y a pas des modèles hybrides, et là c'est la question peut-être pour plutôt Fabien, où l'intervention, effectivement, on pourrait la construire avec les bénéficiaires, et par contre, avoir la mesure d'impact plutôt du côté des chercheurs. C'est pour un peu faire écho à la question de Caroline qui parlait des questionnaires validés, et que si on en introduit d'autres, comment ça va être perçu par rapport aux reviewers et tout ça. Est-ce que du coup, il y a des modèles mixtes? Il n'y a vraiment rien de figé. Hein. Ouais, c'est vraiment des choses qu'il faut discuter. Il ne faut pas oublier que tout ça doit se faire de toute façon en concertation avec les personnes qui vont participer, dont le temps est limité. C'est des gens dont ce n'est pas le métier d'être chercheur.
Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas engager les gens à toutes les étapes nécessairement, et ça c'est juste un truc très pragmatique pour le coup, mais il n'y a pas aussi de nécessité méthodologique ou autre, il n'y a pas de cadre figé dans lequel il faudrait que ce soit l'un ou l'autre, donc tout est possible. Et si je peux rajouter aussi, c'est quand l'association, par exemple, elle a co-construit l'intervention et elle y croit, elle va vouloir que ça soit le plus valide possible, le plus audible possible, et du coup, elle va dire, ok, faites ce que vous voulez pour que ça soit pour que la mesure d'impact, tant soit la que plus l'intérêt est en commun, elles vont dire, faites ce que vous voulez. C'est comme Fabien a dit, hein, ça dépend, mais voilà, elles vont vouloir aussi jouer le jeu souvent. Ok, merci. Dans le projet de Sandrine, à ma connaissance, la grille d'entretien n'a pas été co-construite, elle. Et merci à tous.